Bon les bichons, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, on continue la terrasse. On va même démarrer un petit peu les lames. Alors jusqu'à présent, c'est Seb qui s'en était occupé parce que moi, entre les matinales, tout le bordel, et puis tu sais, j'ai fait les placards, la porte et tout, j'avais pas le temps. Donc Seb est là-bas. J'ai refoutu un peu de chlore dans la piscine pour la première fois. Cette année, j'ai mis le robot à tout y brasser, j'ai forcé la filtration et on va essayer de faire tout ça. Bon, il a déjà commencé, alors avant de continuer, je vais déjà te faire un point complet sur ce qui a été fait. Bon alors les bichons, premier petit point, donc on a foutu tout notre sol en stabilisé, ça je t'en ai déjà parlé, donc tassement naturel, etc. 6 à 7 mois de tassement, puisque là en gros ce qu'il faut savoir c'est que on a fait le bleu et on a posé ce que nous on appelle le bleu, mais le concassé là comme ça, on l'a posé et on l'a tassé déjà un petit peu manuellement, mais surtout on l'a fait l'année dernière au mois de juin, tout de suite après la piscine, et nous sommes quasiment un an plus tard au mois de mars, donc c'est descendu entre temps, on en a remis, etc. Bref, c'est tassé de ouf, de ouf. Ensuite on a mis une couche de bidim. Ok, donc tu vois, il y en a un petit peu de partout. On a mis une couche de bidim et ensuite on a décidé de monter la terrasse sur plots réglables. Bon, ça va pas mal, hein, tu vois, c'est des plots un peu spéciaux que tu viens mettre en travers. Et puis qu'une fois que c'est tout réglé, bah, tu mets une vis et puis ça bouge plus. Et ces trucs sont fixés, sont vissés sur la lambourde. Ok, donc ensuite on a tiré l'électricité pour pouvoir encastrer des petits spots, des petites lumières de balisage qu'on a pris chez Byled. Donc tu sais, Byled, c'est des partenaires des bichons. Tu sais que dans les liens, normalement dans les descriptions, tu as tous les codes. Donc ça, c'est des petites lumières, tu vois, de balisage super discrètes et tout en inox. C'est beau, hein? C'est magnifique. Oh, j'avais hâte de voir ça le soir éclairé. Grave. Donc ça, ça va s'allumer en bleu, et donc il va y en avoir 10. Donc une là, une en face, et 4 de chaque côté. Bon, c'est histoire de faire style, ok? Donc on a tout tiré ça, on a tiré des gaines, on a tiré des petites boîtes de dérivation. Toutes ces gaines, ça va finir dans le Locaroc. Dans le Locaroc, on va mettre un transfo. Et je me demande même si je vais pas y faire même allumer avec les escalites de l'escalier. Bon, sinon on a pris des lambourdes 60-40 en autoclave, donc standard. Par contre, par-dessus, c'est pareil, on a pris ça chez Foussier, on a pris des bandes bitumeuses, ils appellent ça, et tu vois, en gros, c'est ce qu'on vient mettre là-dessus. Ça a deux utilités. La première utilité, c'est que vu que les lames de terrasse sont ajourées, on ne voit pas la couleur de la lambourde à travers la lame. Comme ça, quand on regarde la terrasse vue du ciel, eh bien, on voit que du noir entre les traits. Donc ça, c'est déjà nickel. Et la deuxième utilité, eh bien, c'est que quand il va pleuvoir et que la flotte va passer à travers les lames, ça va pas venir tomber directement sur la lambourde. Et là, crois-moi, j'en ai parlé avec plein de spécialistes de la terrasse, tu gagnes, 5 ans facile, puisque ta lambourde, elle est jamais en contact direct avec de l'eau qui va venir stagner par-dessus. Donc ça, c'est plutôt génial. Ensuite, par rapport aux lames de terrasse, on a choisi des lames en Itoba. Donc c'est un bois tropical. Alors au début je voulais mettre du mélèze ou je voulais mettre même du cœur de Douglas. J'ai déjà eu fait des terrasses comme ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que tout le monde m'a déconseillé d'utiliser un résineux au bord d'une piscine. Parce qu'avec les projections d'eau qui vont être plus ou moins incessantes, eh bien le bois va avoir tendance à s'aérer, tu vois, à vouloir se réouvrir et donc à filer des écharpes de partout. Donc vraiment tout le monde m'a conseillé, même quand j'ai essayé de réfléchir un petit peu à une démarche, tu sais, un peu éco-responsable, tout le monde m'a quand même conseillé le bois tropical. Donc le bois tropical, il en existe 200 essences. Bon, toi tu regarderas. Moi j'ai choisi de l'Itoba parce que j'ai trouvé que c'était bien, c'était bon rapport qualité-prix, et là aussi les collègues spécialistes en terrasse que je connais m'ont dit que généralement c'était un bois stable qui bougeait pas et qu'avec lesquels généralement on serait pas emmerdé. Bon, allez, maintenant café parce que je l'ai encore pas bu, et boulot parce que depuis le début, Seb, là il a déjà démarré sans moi. Bon, allez, je vais rattraper mon retard. Go!
Donc on a avancé un petit peu, donc tu vois on a commencé, on a quasi fini l'arrière, il nous restera les deux ailes, les deux joues, mais les deux retours là-bas, en fait pourquoi d'abord on fait des retours comme ça, tu vois là ça fait comme un H, il y en aura un ici et un là-bas, on fait ça parce que c'est ici qui va être rangé l'abri, donc voilà sur les plans du gars qui nous pose l'abri, donc ça va être abri idéal. On va tout filmer bien sûr, mais par contre c'est eux qui le posent, c'est pas nous. Mais sur les plans, ils nous avaient bien dit de faire, de bien laisser les deux côtés. On les a laissés, mais on les met pas tout de suite parce qu'en fait, on veut attendre de faire nos grandes longueurs là, de chaque côté, pour en gros tirer des cordeaux et aligner ces deux trucs là-bas avec les longueurs. Bon, t'as compris. Je vais juste faire un petit point, te montrer un peu le matos qu'on utilise. Donc comme je te l'ai dit, nous on est sur de la lame Itoba. Donc c'est un bois exotique, ça va très bien. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que ça se teinte au soleil. Donc normalement la terrasse, après je voulais la passer au Rubio. Donc je pense qu'on fera normalement sûrement ça. Mais j'ai appelé le collègue de Rubio d'ailleurs qui s'était même proposé de venir. Tu sais, il a une espèce de grosse brosse, enfin bon, on verra ça. Et en gros, il m'a bien dit il faut attendre au moins 3 semaines, un mois. Donc tu me diras, pour l'instant on est confiné, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut attendre au moins 3 semaines, un mois pour que en gros la teinte s'égalise, parce qu'au soleil, eh bien, les nuances vont s'estomper et la terrasse va tout devenir pareil, et donc elle va s'assombrir un petit peu. En gros, elle va devenir un peu comme le bout de la lame là. Tu vois, je sais pas si tu vois bien là. Voilà, elle va devenir à peu près un peu comme le bout de la lame. Donc, on utilise la Metabo ici, qui est juste formidable. Je t'en reparlerai. De toute façon, je vais sûrement te faire une pause café. On s'est monté un établi mobile avec la tarouette là que j'avais fabriquée. Ensuite, on utilise aussi beaucoup la petite Mafel. Tu sais que j'avais commencé à tester depuis l'année dernière, puisque j'avais coupé mon bout d'OSB où il y a le travertin là-bas. C'est vraiment une merveille. Entre temps on s'en est servi de ouf, et là pour faire ça c'est une tuerie absolue. Après sinon bon tu vois, il te faut genre des cordex, il te faut un décamètre, il te faut des cales comme ça. Alors les cales comme ça, je me rappelle plus où c'est que j'avais acheté ça, j'essaierai de toute façon de te foutre des liens dans la description, mais c'est Spax qui fait ça, c'est pas mal. La marque Spax, c'est une très bonne marque, c'est une marque pro. T'achètes en gros un paquet de cales, et donc tu vois il y a 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, et donc après en fonction de comment tu la mets, tu règles en gros tes écarts entre lames. Nous ici on a choisi 5 mm. À chaque fois quasiment que je fais des terrasses, je mets 5 mm. Pour les vis, on a pris ça chez Foncier. On utilise de la vis spéciale terrasse inox 560, c'est de la Tech Pro. On a donc la Festool ici, qui est là, la T18 qui est PDC 18-4, qui est une merveille. Bon là nous on te montre encore une fois ce qu'on a, toi t'y fais, si là à la place t'as une Makita, ça marcherait pareil. Par contre ce petit embout là, pareil, pris chez Foussier, je crois que c'est Diaguerre qui fait ça. En gros c'est un fraiseur, mais c'est un fraiseur avec une butée de profondeur, de manière à ce que tes pré-trous ils soient tous pile poil pareil. Ça franchement c'est de ouf pour faire ça, c'est indispensable, et d'autant plus que là c'est impensable de visser sans pré-percer, hein. Sur le bois exo comme ça, c'est pré-percement obligatoire. Donc voilà, tu vois, tu trouves un petit truc, je te dis, je te refoutrai un petit lien. Après, on visse tout ça avec une visseuse à choc. Donc on en a deux, il y a Seb qui a sa Makita. Et sinon on se sert de ouf de la petite SSD 18 LTX en Metabo 18 volts, tu vois, avec des petites batteries pour que ce soit moins lourd. Et enfin un des derniers outils, c'est un bloc lame. Donc ça fait des années que je l'ai. Je crois que c'était la marque qui fait ça, je crois que c'était Roger Mondelin. Bon, t'as qu'à voir, j'avais pris ça, tu sais, genre un truc à la Sagra, où j'essaierai de te foutre un lien. Donc tu vois, avec pareil, il te file des petites cales d'épaisseur. Et en gros, tiens, on va te montrer comment ça marche de suite. Hop là. Et voilà, foufou, t'as vu un petit peu comment on fait. Bon, à la fin, t'as vu qu'il y en a, en fait, on utilise en fonction comme ça, un petit peu comme ça vient. Il y en a qui dépassent, il y en a qui dépassent pas, etc. On s'en fout, parce que là, une fois que ça va être fini, on va y tirer un coup de cordex.
ou de crayon ou je sais pas trop quoi, on va mettre les rails Festool et avec les plongeantes, on viendra tout déligner. C'est pareil, on y fait avec les plongeantes, avec le matos qu'on a, mais si toi tu as une scie normale, si tu as une visseuse normale, ça marche pareil, si tu as tout normal, ça marche pareil. On est quand même content de te montrer avec le matos qu'on a parce que souvent vous nous demandez avec quoi tu fais ça, etc. Quelle est l'utilité de tel ou tel outil. Bah voilà, là on se rend compte que en fait ce qui est délicat c'est que quasiment pour chaque tâche il y a un outil spécifique. Allez, tchuss. Bon les bichons, on continue notre aventure de la terrasse. Bon là on a quand même pas mal avancé là déjà les arrondis. Et maintenant ce que je voulais te filmer c'était l'installation d'un spot. Donc je vais te montrer ça, un petit peu comment il s'y prend. Tu vas voir un petit peu les spots qu'on installe et tout. Donc on a mesuré les distances pour avoir une symétrie partout. C'est-à-dire du bord de la piscine sur la périphérie. Et qu'on soit aligné comme un rectangle. Ok. Voilà. Donc normalement on aura une vue quand on se mettra dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on sera toujours aligné. Ça, théoriquement, si je bosse bien, je me prends la moitié de la lame, j'ai fait ma petite croix et maintenant je perce avec, c'est un diamètre 26. Diamètre 26, donc des petites lampes qui sont bien évidemment basse tension puisque nous sommes en zone de flotte, quoi, voilà. Donc IP, je sais plus combien, je te dirais ça. Au moins, de toute façon, au moins IP54, peut-être même 58, peut-être même plus. Non mais j'ai plus en tête. 67. 67, donc ça veut dire qu'elles peuvent carrément être immergées. Ouais, 67, on est au summum. Là. Donc 68, je crois que c'est le top du top. Ah mais ouais. bon, enfin 67 là déjà, normalement ça craint rien. Et donc tout le tour dans cette gaine bleue, eh bien avec les petites boîtes de dérive, on a tiré un réseau basse tension là aussi, donc 12 volts, qui craint rien du tout. Et donc Seb il va percer la lame et ensuite on va venir insérer le petit spot et on va le raccorder sur la boîte. Donc là on voit bien que la lame elle est nickel affûtée et tout, que c'est du bon matos. Ah bah là. On y voit au copeau là. Donc avec ce genre de lame faut pas trop tourner vite. Donc ensuite le spot, alors le spot il se met par dessus pour pouvoir s'enlever en cas de problème, mais de toute façon c'est pas un souci puisque c'est des vis inox. Donc si un jour il y a besoin de le changer ou quoi que ce soit et qu'on a besoin d'avoir accès à la boîte de dérivation, bah on démontera une ou deux lames, puisque vu que c'est de la vis inox, elle va pas rouiller, elle va pas s'abîmer. On pourra donc démonter les lames et retrouver la boîte dessous, faire notre réparation et ensuite remonter les lames. Bon, du coup, t'as compris. Et là, ce qu'on va faire, bah maintenant, on va continuer. Chut, là, pif paf pouf. Allez, c'est parti. Bon les bichons, juste avant d'aller préparer pour la matinale de demain, je viens de mettre un petit coup de frais au jardin. Alors petit point, en sachant que je crois que j'avais commencé de planter aux alentours du 20 mars à peu près. Bon les bichons, aujourd'hui je suis avec une de mes poulettes, Lolotte. Ça va Lola ? Ouais.
Bon, on va démarrer le jardin, on est un peu comme des foufous, c'est dimanche, je sais pas si on aura le temps de tout planter, je sais pas ce qu'on va faire, mais bon, on va essayer. Et encore une fois, comme je te le dis, c'est un potager familial destiné à se vider un petit peu la tête, on fait ça pour s'amuser. On verra si ça pousse, on verra si ça pousse pas, on va sûrement faire des milliers d'erreurs, on n'est pas les meilleurs, mais on s'en fout parce que ce qui compte c'est d'agir. Alors Lola, on a quoi à planter là ? On a des patates. On a des patates nouvelles, ça c'est indispensable. On a de la salade. Ouais, on va voir si on la plante aujourd'hui ou pas. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est des fleurs, tu sais, qui t'offrent, on va pas les mettre maintenant. On a oignons, échalotes. Échalotes et ail. Et de l'ail. On y attaque ? Alors, Ouais. moi je suis vraiment mais pas équipé pour l'instant, j'ai remarqué, j'ai été voir, mais j'ai plus rien, j'ai à peine une piochette, rien. Donc on va faire avec ce qu'on a. J'ai sorti des crossettes, j'ai Nespoli qui m'avait envoyé un espèce de cordon de maçonnerie, on va faire avec. Ok ? Ouais. Bon, allez, J'ouvre c'est les parti. patates ou pas? On va peut-être planter les patates après, non ? Ok. Moi je dis plutôt là, c'est mieux. Ok, allez go, c'est parti. Donc là, le lot, elle a marqué ail. Là, on va mettre échalote. Là, on va mettre oignon. Alors. Là, on a mis patate. Finalement, là, on va arrêter pour cause de la maman qui a dit on mange dans 5 minutes. Donc ça doit déjà faire 8. Elles doivent déjà tout être à table, la fourchette en l'air. C'est pas mieux que devant la console, ça, les gars, sans déconner. Ah, ça, c'est les petits plaisirs de l'apprentissage de la vie, j'adore. C'est très bien, Lolotte. Les patates, il n'y a rien qui sort. Je crois peut-être une à un endroit. Il me semble que ça, c'en est une. Donc en gros les patates pour l'instant j'en ai mis je sais plus combien, je crois 40 ou 50 pieds. Enfin bon, j'en ai mis un bon paquet et au bout de 3 semaines j'ai l'impression d'en avoir une ou deux qui sortent. Concernant l'ail, alors l'ail c'est bizarre parce que ici j'ai mon rang d'ail qui est ici là. Et là sur les 2 mètres 50, les 2 premiers mètres 50, j'ai rien du tout. Mais genre production zéro. Je sais même pas si les gousses d'ail elles y sont encore. Ah tiens si j'en ai un ici là. Voilà, j'en ai un ici. Voilà. Bon, et là, j'ai rien. Donc bon, les échalotes par contre et les oignons, là c'est un franc succès. Les oignons, je crois que c'est tout sorti. Donc bilan pour l'instant, bon, le truc que j'attends le plus, c'est les patates. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Bon, là aussi, c'est pareil, c'est mitigé. Il y en a qui me disent que c'est trop tôt. Il y en a qui me disent que ça dépend des variétés. Donc bon, je pense que je suis surtout trop impatient. Donc je vais attendre encore... une grosse semaine et normalement les 3/4 devraient, ça fera quasiment un mois et là normalement les 3/4 devraient sortir. Bon allez, cette fois, moi maintenant il faut que j'aille préparer la matinale et puis il y a Seb qui est en train de finir de poser les 2-3 lames, après on va se boire un petit coup et bon on vous reprend demain, j'ai envie de dire.